Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des trésors cachés des lecteurs vidéo pour un multimédia plus accessible. Pour info, le support que je présente, il est disponible en ligne à l'adresse a42.fr/tnt25 et notamment vous pourrez accéder à toutes les démos que je vais faire et que je vais pas faire aussi, voilà, parce que je vais pas toutes les faire, on n'aura pas le temps. Je me présente, je m'appelle Audrey Magnès, je travaille pour Access 42. On est une scope spécialisée en accessibilité numérique, hein. Donc notre travail, c'est d'accompagner les entités privées et les entités publiques dans la prise en compte des règles d'accessibilité numérique pour rendre les applications et les sites web accessibles aux personnes handicapées. C'est notre cœur de métier, on ne fait pas de développement, on fait que du conseil sur l'accès numérique. Donc accompagnement, on fait des audits, c'est le cœur de notre métier, hein, les audits d'accessibilité, et puis on donne pas mal de formations, et on publie aussi tout un tas de ressources, notamment pas mal d'articles sur notre site internet. Je ne vais pas revenir sur les obligations légales en matière d'accessibilité numérique. Il paraît qu'il y a eu une super conférence dessus hier, donc voilà, vous pourrez aller la revoir. Je vous ai mis des ressources si besoin pour après. Moi, je vais juste reposer le contexte technique, juste pour les citer. On va parler un peu RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, notre référentiel français. Je vais un peu évoquer à un moment le RAWEB, qui est le référentiel d'accessibilité du Grand-Duché de Luxembourg, qui est en fait une reprise du RG2A par le Luxembourg, étendue avec d'autres critères, et notamment ceux qui nous viennent de la norme européenne d'accessibilité, qui est la norme EN 301-549. Aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement des sous-titres. On parlera aussi un peu d'audiodescription à la fin. Tout le monde connaît les sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes, hein. C'est la reprise en texte affichée à l'écran des informations sonores pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent accéder à l'info. Information sonore, ça veut dire le discours, mais aussi n'importe quel bruit qui apporterait une information au contexte à quelqu'un qui n'entendrait pas, devoir afficher du coup l'information à l'écran. En anglais, vous trouverez deux appellations. Vous trouverez l'appellation Open Captions pour les sous-titres qui sont incrustés dans la vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont été incrustés dans la vidéo au montage, on ne peut pas les désactiver. Et on a les Closed Captions, le fameux CC, pour les sous-titres qu'on peut activer ou désactiver. On a un deuxième type de sous-titres qui sont les sous-titres de traduction. Ici, on n'a plus vraiment un objectif d'accessibilité, mais c'est plus un objectif d'universalité, puisque l'idée, c'est de permettre d'accéder à l'information pour les personnes qui ne parlent pas la langue de la vidéo. Une personne qui parle français, qui regarde une vidéo en japonais, elle va pouvoir accéder à l'information de la vidéo si elle accède aux sous-titres en français. Donc l'utilité, c'est de traduire la vidéo. Et en anglais, on a un autre mot pour ça, c'est subtitles. C'est un peu moins ambigu du coup en anglais qu'en français. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une autre modalité de présentation des sous-titres, qui sont les sous-titres vocalisés. Et là, donc, ce sont des sous-titres qui ne sont plus utiles pour les personnes sourdes et malentendantes, mais pour les personnes aveugles. Très paradoxalement, dans quel cas, en fait, une personne aveugle qui regarde une vidéo en japonais qui ne la comprend pas, voudrait pouvoir bénéficier des sous-titres en français pour comprendre le contenu de la vidéo. En l'état des lecteurs vidéo sur le web aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impossible. Même si les sous-titres s'affichent en texte HTML à l'écran, les outils des utilisateurs aveugles leur permettent pas de vocaliser les sous-titres. Donc ils n'accèdent pas à la traduction des sous-titres. En anglais, vous trouverez l'appellation Spoken Subtitles ou Audio Subtitles. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal parce qu'il n'y a personne qui en fait, et c'est assez peu connu. Ça, c'est une enquête qui a été faite en 2016 par l'Union européenne de la radio-télévision. Ils ont interviewé 36 diffuseurs télé, et sur les 36, il y en a 2 qui proposent des sous-titres vocalisés sur leur plateforme web. Okay, donc c'est assez peu. Et en fait, c'est une obligation en Europe. C'est dommage. C'est une obligation qui nous vient en fait de la norme européenne qui possède un critère dédié qui dit ceci: lorsqu'une technologie de l'information et de la communication affiche une vidéo avec un audio synchronisé, elle doit inclure un mode de fonctionnement permettant de fournir une sortie audio des sous-titres disponibles, sauf si le contenu des sous-titres affichés ne peut pas être déterminé de manière programmatique, entendu, sauf si les sous-titres sont incrustés dans la vidéo. Voilà.
Une sortie audio des sous-titres, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on peut explorer plusieurs méthodes pour ça, hein. Elles sont décrites du coup dans le référentiel du Luxembourg. Ça peut être une piste sonore préenregistrée, donc quelqu'un qui serait venu lire les sous-titres dans une piste audio. Ça peut être une fonctionnalité du lecteur vidéo lui-même qui permettrait du coup la vocalisation des sous-titres quand ils apparaissent. Ou ça pourrait être aussi la vocalisation des sous-titres permise par une implémentation particulière des sous-titres dans la vidéo qui ferait que les lecteurs d'écran, qui sont les outils utilisés par les personnes aveugles pour naviguer, pourraient vocaliser les sous-titres, ou encore on pourrait imaginer une vidéo qui serait remontée avec les sous-titres qui seraient lus par quelqu'un dans la vidéo. On va faire des petites démos. J'ai choisi 2 lecteurs vidéo, VideoJS et Able Player. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce que c'est ceux que je connais le mieux, donc déjà c'est pas mal. Ensuite, ils ont un bon support de l'accessibilité numérique au départ. Ils marchent bien en clavier, ils marchent bien avec les technologies d'assistance. Et puis ils ont déjà des fonctionnalités avancées sur l'accessibilité numérique, donc c'est quand même plus intéressant d'explorer ceux-là. Et puis après, ils sont gratuits et puis ils sont open source, donc voilà. Les démos que je vais faire, elles sont expérimentales, donc vous pourrez récupérer les petits scripts qu'on a fait pour s'amuser. Maintenant, pour aller plus loin, il faut tester et tester et tester, hein. D'accord? C'est vraiment expérimental. Pour mémoire, hein, pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, VideoJS et Able Player, ce sont des scripts qui se reposent sur une implémentation de la balise vidéo au départ, hein, dans la page HTML. La balise vidéo, là, elle a deux balises. La balise source qui permet de référencer l'URL de la vidéo qu'on va jouer, et la balise track qui peut avoir plusieurs natures avec l'attribut kind. On peut avoir une track kind captions pour les sous-titres pour personnes sourdes et malentendantes, subtitles pour les sous-titres de traduction et descriptions pour les audio-descriptions, dont on parlera à la fin. Okay. Et en dessous, c'est juste pour montrer que quand ces lecteurs vidéo vont gérer des sous-titres, en fait, ils vont simplement insérer un conteneur dans lequel ils vont dynamiquement insérer à l'écrit les sous-titres dans la vidéo. On verra que ça va nous servir par la suite. Les sous-titres et les audiodescriptions dont on parlera, elles sont gérées à partir de fichiers très rudimentaires au format WebVTT, un eurodatage et puis le sous-titre ou la description à afficher. Hein, c'est le format standard ici. Donc on va commencer par s'intéresser, est-ce que VideoJS et Able Player permettent la vocalisation des sous-titres? Parce que il faut savoir si on va réussir à se mettre en conformité avec la norme. Donc pour le dire tout de suite, non, ça marche pas. Mais je vais quand même vous montrer que ça marche pas pour qu'après vous voyez que ça marche bien. Là c'est une implémentation à base de VideoJS. Je vais lancer la vidéo, hein, on a des sous-titres ici. Donc c'est une vidéo en anglais, j'ai emprunté au W3C une de leurs vidéos. C'est une vidéo en anglais, on va afficher les sous-titres en français et puis on va voir ce qui se passe. Enfin, on va écouter. Web Accessibility Perspectives. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. Donc les sous-titres qui apparaissent, ce sont la traduction de ce que dit la personne, hein, qu'on soit d'accord. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading and interacting a real pain. Donc il se passe absolument rien, les sous-titres s'affichent, mais vous n'entendez pas les sous-titres en français vocalisés. Je vais lancer le lecteur d'écran, donc sur Mac j'ai VoiceOver, donc je vais lancer VoiceOver. Et on va écouter si le lecteur d'écran fait autre chose. Ça passe. Vous l'entendez? Parce que j'entends le bip bip, mais j'ai pas le... J'ai pas le retour de la voix du lecteur d'écran. Super. Parce que... C'est super, c'est super. On verra à l'autre démo comment ça se passe, ça va être sympa. Bon, il se passe rien. Mais il devait rien se passer, donc ça va. Ça va, le lecteur d'écran ne dit rien. Parce que j'entends les bip bip, mais j'entends pas la voix sortir. C'est la vidéo. Ah, mais on l'entend pas beaucoup la vidéo non plus en fait. Ok. Moi aussi. Moi aussi.
excusez-moi. Ouais, puis je peux pas toucher au volume de sortie de mon côté. Ouais, parce que vous l'entendez pas du tout parler. On entend bip bip, mais on n'entend pas la voix qui sort. Oh putain. Ok. D'accord, je sais pas. Bon, il devait rien se passer, on va continuer, on va aller voir ce qui se passe après. Donc maintenant on va aller tester comment faire vocaliser tout ça par le lecteur d'écran. Sinon est-ce que je peux passer sur une autre sortie? Ouais, ok, on va voir. Ouais, qui m'a... Ok, alors si on testait du coup la vocalisation par le lecteur d'écran, on va voir ce que ça donne sur la deuxième démo. On a essayé d'adapter Vidéo.js pour faire en sorte que le lecteur d'écran il vocalise. Maintenant, est-ce que ça va sortir sur le son? Alors, je vais rallumer VoiceOver. Bon, est-ce que je peux... Je suis vraiment complètement confuse. Est-ce que je peux toucher le son de VoiceOver? Ok. On l'entend pas plus? C'est pas lui? Bah déjà on devrait entendre... Pardon? Oui, 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 c'est pour ça. Vous l'entendez? Au pire... voilà, mais écoute, parce que là, il veut pas sortir sur... Bon, du coup, il est allumé, vous l'entendez. Je vais essayer de pas trop parler. Je vais lancer la vidéo avec les sous-titres. Hein. Je vérifie que mes sous-titres sont bien là. Ils sont bien activés en français, donc je vais lancer la vidéo. Super. Web accessibility perspectives. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading, and interacting a real pain. Good design means sufficient contrast between... Ok, je l'éteins. Donc, le lecteur d'écran a lu les sous-titres. On verra les limites, hein, vous les avez tout de suite perçues, les limites de la vocalisation par le lecteur d'écran. Comment ça marche? En fait, on est venu juste poser une propriété sur le conteneur qui affiche les sous-titres, qui est une propriété ARIA Live avec la valeur polite. Dans ce cas-là, nous, on a écrit un petit script pour choisir en fait de n'insérer cette propriété que si le type de sous-titre, c'était du titre de sous-titres de traduction, donc du kind subtitles. On a fait une démo pareil pour Able Player, vous pourrez aller jouer avec. Les live regions, donc petit point sur ce que c'est, cette propriété ARIA Live, ça rentre dans un truc qu'on appelle les live regions qui font partie de la spécification ARIA. On trouve la propriété ARIA Live avec les valeurs polite, assertive ou off, ou encore les rôles, alerte, status et log. Je les détaille pas, il y a de la docu à la fin pour aller voir tout ça. Les live regions, c'est quoi? C'est informer en temps réel les personnes déficientes visuelles quand un contenu est mis à jour de manière dynamique, que ces mises à jour soient spontanées ou résultant d'une action de leur part. En gros, c'est un peu magique les live regions, c'est-à-dire que on met la propriété ARIA Live dans le conteneur qu'on veut observer, et en fait, ça dit au lecteur d'écran, tu observes cette zone, et dès qu'il y a une modification qui se fait à l'intérieur, tu déclenches une vocalisation du contenu. Donc c'est assez magique, parce que côté dev, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est plutôt pas mal, et donc c'est ce qui se passe avec les sous-titres hein, sur le conteneur. Dès que j'ai un nouveau sous-titre qui apparaît, il y a la vocalisation du nouveau sous-titre qui est faite.
vous avez très vite constaté que c'était quand même assez limite et pas très robuste en termes de vocalisation, hein, parce que les sous-titres sont apparus et en fait il m'a vocalisé plein d'autres choses autour, genre le titre de la fenêtre, etc., avant de commencer à vocaliser les sous-titres. Donc effectivement, ça c'est en fait une grosse limite de cette vocalisation. Avant ça, la première limite, c'est la vitesse de lecture du lecteur d'écran, parce que les personnes aveugles, c'est elles qui paramètrent leur lecteur d'écran, donc elles choisissent la vitesse à laquelle va le lecteur d'écran. Donc si le temps de lecture par le lecteur d'écran du sous-titre est plus long que le temps d'affichage, ça va poser un problème. Soit le sous-titre en cours de lecture va être coupé par le sous-titre qui apparaît après, c'est ce dont on a fait l'expérience. Soit il peut se passer autre chose, c'est que le lecteur d'écran, il pourrait mettre en queue en fait tous les sous-titres les uns derrière les autres pour pouvoir les lire en entier, et du coup on se retrouvait avec une désynchronisation entre la vidéo et les sous-titres vocalisés. Et puis les régions live, c'est quand même hyper fragile. Vous l'avez entendu, c'est que le lecteur d'écran, il va s'intéresser aux notifications, pas que de la page web, mais en fait de tout ce qui se passe dans l'ordinateur. Et du coup, même si on a des notifs système, genre une alerte de batterie faible qui pop au moment où on lit les sous-titres, la lecture des sous-titres est coupée pour annoncer ces notifications. Donc c'est un gros problème. C'est pas mal, mais c'est pas super. Du coup, espérons que ça marche, si on s'intéressait maintenant aux sous-titres vocalisés par le navigateur. Alors qu'est-ce que c'est et comment on va faire? Là en fait on va passer, maintenant on a des super navigateurs, on va passer par l'API WebSpeech, et puis on va s'intéresser du coup au text-to-speech, qui permet de faire vocaliser par le navigateur des textes qui sont présents dans des pages web. Je passe sur les détails techniques, on va juste faire là, juste pour montrer comment ça marche. Donc j'ai volé une démo chez Mozilla. J'ai un petit texte, je peux choisir la voix, hein. Dans les navigateurs on a tout un tas de voix disponibles. Je prends Eddie parce qu'a priori il marche bien. Effectivement il marche super bien. J'adore. Excusez-moi. Tout a l'air de bien se passer. Voilà. Donc non. Donc ça ne marche pas, mais c'est pas grave, tout va bien Audrey, tout va bien. Ça marchait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas du coup le son? Bon. J'ai une solution de secours. Je suis désolée, c'était sûr que de toute façon avec des démos ça allait pas marcher. On va passer par Firefox pour voir si ça marche mieux. Le son ne sort pas non plus. Du coup comme ça, c'est en... Pardon? Là. Ça passe sur mon ordi. Ok, donc... Tout le monde a entendu? C'est bon? Ok, désolé. Donc ça passe, ça passe. On peut faire varier la vitesse, hein, c'est des paramètres aussi qu'on peut coder quand on l'utilise. Et puis on peut aussi modifier la hauteur de la voix. Super. On va du coup aller voir dans Vidéo.js une implémentation du text-to-speech. Donc j'ai bien activé les sous-titres. Je vais lancer la vidéo, maintenant on est sûr que le son sort, et puis on va écouter ce qui se passe quand les sous-titres apparaissent à l'écran. J'ai pas allumé le lecteur d'écran, hein. Là vraiment c'est que le navigateur. Et du coup ça passe plus. Ok, donc ça c'est le navigateur juste avec le text-to-speech. Comment ça marche et comment on a fait? Ce qui est bien, c'est que j'ai pas fait grand chose parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait fait ce qu'il fallait.
C'est un monsieur qui s'appelle Owen Edwards qui a écrit ce qui s'appelle chez Video.js un middleware. Donc un middleware, c'est un hook qui vient étendre les fonctionnalités du lecteur du code initial. Et il a écrit du coup un script pour implémenter le text-to-speech dans Video.js, c'est cool. Il l'a écrit de telle sorte que quand on l'initialise, en fait, on peut choisir le type de pistes sur lesquelles on veut appliquer le text-to-speech. Hein. Là, par exemple, nous, on a mis, tu l'actives uniquement quand c'est les kind subtitles qui sont affichés, mais on aurait pu mettre captions. Et puis, on verra dans l'audio description qu'on aurait pu mettre description. Comme ça, il lance le text-to-speech à ce moment-là. On peut aussi déterminer si on veut mettre en pause ou pas la vidéo au moment où le navigateur commence à parler. De sorte à lui laisser le temps, par exemple, de parler. Comme là, on est dans le cadre des sous-titres, on ne fait pas de pause, nous, à la lecture des sous-titres, pour éviter d'avoir une vidéo qui devienne un peu trop longue à la lecture. Néanmoins, par défaut, dans le script, dans le middleware, il y a quand même un calcul qui est fait sur le temps de vocalisation par le navigateur. Et si le temps de vocalisation il est supérieur au temps prévu d'affichage, le script met quand même en pause la vidéo pour permettre de finir de lire le sous-titre, donc c'est plutôt bien. C'est un peu approximatif, c'est-à-dire que si ça dépasse que de quelques caractères, c'est quand même un peu squeezé, mais si ça dépasse de 2-3 mots, il va mettre en pause la vidéo. Il n'y a pas grand-chose de comparable pour les sous-titres sur Apple Player, donc je fais rien. Et en dernier, c'était la dernière solution, c'était une des solutions évoquées, c'était avoir des sous-titres préenregistrés. Et donc, en fait, c'est d'avoir une piste sonore qu'on a enregistrée à la voix pour apporter la vocalisation de ces sous-titres. Ça, techniquement, c'est pas forcément très compliqué parce qu'en fait, par exemple, chez Video.js, vous pouvez définir plusieurs pistes audio. Et donc, c'est sympa parce que on peut juste faire basculer les pistes audio pour avoir les sous-titres vocalisés. Hop. Donc là, j'ai activé la piste des sous-titres en français, bon, qui n'aura pas un impact puisque au final, c'est ma piste audio supplémentaire qui m'intéresse. Donc je vais relancer la vidéo. Et là, je vais changer de piste audio pour que vous entendiez les sous-titres vocalisés. Donc assez simple, on a enregistré une voix, on l'a ajoutée, du coup Video.js nous les met à disposition automatiquement via ce petit bouton. Nous, on a un peu rajouté sur le script de faire en sorte que quand il y a la piste des sous-titres vocalisés qui s'active, il désactive le son de la bande initiale. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'en fait peut-être qu'on voudrait quand même avoir le contexte audio, mais ça c'est des choses dont on va juste parler après, hein. Ça c'est des petites choses qui viennent quand on va affiner la conception de ça. Il n'y a pas de multipiste dans Apple Player, donc je ferai pas de démo. Donc en synthèse, sur les sous-titres vocalisés, bon, la piste audio enregistrée avec une voix humaine, ça reste la meilleure expérience pour les utilisateurs, hein, parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel en termes d'intonation et même d'accélération, quand parfois il y a beaucoup de sous-titres à annoncer en un temps réduit. Le problème, c'est le coût, parce qu'en fait, il va falloir qu'on enregistre une voix pour chaque traduction de sous-titres qu'on aurait. Donc ça devient tout de suite un peu plus coûteux en argent, puis même en termes d'organisation. Le text-to-speech, c'est pas mal pratique et ça marche bien. C'est assez peu naturel, quoi qu'on a quand même des voix qui sont pas mal malgré tout. Et au lecteur d'écran, on a vu, c'est quand même assez peu satisfaisant, c'est quand même assez dangereux pour les utilisateurs. Ça peut être un fallback à une implémentation en text-to-speech qui ne serait pas compatible avec le navigateur, hein, notamment sur des vieux navigateurs qui ne supporteraient pas encore le text-to-speech. Et donc c'est la quantité, les moyens et la nature du projet hein, qui vont vous permettre de trancher sur la meilleure approche à choisir. L'approche text-to-speech, c'est celle qui permet d'industrialiser à moindre frais. Elle est quand même hyper intéressante selon la quantité de vidéos qu'on a à traiter, pour permettre l'accès aux sous-titres de traduction pour les personnes qui en ont besoin. Et donc si on devait imaginer un lecteur vidéo idéal pour vocaliser les sous-titres,
Par exemple, on pourrait proposer une option à l'utilisateur pour qu'il puisse forcer qu'il puisse forcer par exemple l'activation de la vocalisation des sous-titres en même temps qu'il active l'affichage de la piste des sous-titres. On pourrait par exemple faire s'activer ou désactiver les deux en même temps, l'affichage textuel et la vocalisation. Pouvoir régler le volume des deux, et de la vocalisation, des sous-titres et de la bande-son initiale, pour qu'il puisse lui-même ajuster le son de l'une et de l'autre à sa préférence. Et dans le cas d'une vocalisation par text-to-speech, pouvoir choisir la voix et la tonalité qu'on veut entendre, et puis pouvoir mettre en pause, si on le souhaite, la vidéo lorsque les sous-titres sont vocalisés. Donc ça, c'est pour les sous-titres vocalisés. Je vais parler maintenant d'audio-description. On va réinvoquer globalement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais dans un ordre différent, vous allez voir. L'audio-description, qu'est-ce que c'est? C'est encore un besoin pour les personnes aveugles ou malvoyantes pour pouvoir accéder à une description audio des éléments visuels dans une vidéo auxquels elles ne pourraient pas avoir accès. Par exemple, les textes incrustés dans une vidéo ou dans des contextes narratifs, des gestes ou des personnages dont on aurait besoin de décrire les actions, par exemple, donc les décrire à l'oral lorsque les personnes ne voient pas les vidéos. Alors, plusieurs méthodes. Intégrer, en fait, la vidéo, elle décrit déjà ce qui se passe à l'écran, donc l'audio-description, quelque part, elle est déjà incluse dans la vidéo initiale, mais il n'y a rien à faire. La construction d'une vidéo alternative. On a deux versions de la même vidéo, une version avec et une version sans audio-description, ou fournir une piste sonore supplémentaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec les sous-titres. Proposer l'audiodesk avec une vidéo alternative ou une bande-son alternative. Je commence par celle-là, contrairement aux sous-titres, parce qu'en fait, dans le métier de l'accessibilité numérique, quand on fait des audits et qu'on recommande des audiodescriptions, c'est très très souvent jusqu'à maintenant la reco qu'on a toujours faite. Il faut créer deux vidéos différentes, plutôt par limite technique, parce qu'en fait, il y a peu de lecteurs vidéo qui permettent aux créateurs de contenu de fournir des pistes d'audiodescription. On parlera de YouTube à la fin, etc. Mais il y a peu de lecteurs vidéo qui permettaient de fournir des pistes, du multipiste sonore. Et donc la solution la plus simple, c'était créer deux vidéos et puis voilà, ça se passera bien. Able Player, il permet un truc sympa. Alors c'est basé du coup sur deux vidéos différentes. Du coup, il faut monter deux vidéos, ce qui peut être aussi long et coûteux. Il permet, en déterminant via l'attribut datadesk src, dans lequel on va déterminer l'URL d'une vidéo audio décrite, il va rajouter à son lecteur le petit bouton D pour audio description et donc permettre de permuter entre la vidéo décrite et la vidéo non audio décrite. Donc là, la vidéo audio décrite est activée. Si je désactive, il me dit que là, j'accède à la version non décrite. Et là, j'accède à la version décrite. Je vais vous faire écouter du coup la version audio décrite. Donc, pour mémoire, tout à l'heure, la vidéo, c'était un monsieur, enfin une voix d'homme qui parlait, une voix masculine qui parlait. Là, vous allez entendre entre deux une voix de femme qui va venir décrire ce qui se passe à l'écran. Alors l'audiodesk, elle est là en anglais, parce que les vidéos du W3C n'ont pas été traduites au niveau de la voix, donc ça va être en anglais. J'essaierai de faire de la traduction, donc je vais la lancer. Voilà, donc là elle décrit, voilà, il y a des panneaux qui sont affichés, une femme descend gaiement dans la rue. Et là, la voix d'homme va reprendre. Celui-là, vous le connaissez maintenant. Et donc là, elle vient dire que les panneaux de signalisation ont changé et ont maintenant des contrastes insuffisants. Donc elle décrit ce qui se passe pour les personnes qui ne verraient pas ce qui se passe à l'écran. Et si vous
comparez après les deux vidéos, la vidéo audio décrite et non audio décrite, vous constaterez que même les paroles initiales, en fait le texte initial vocalisé par l'homme qui parle, a été repositionné sur la bande son afin de permettre d'ajouter l'audio description correctement et de manière assez fluide dans la vidéo. Donc ça demande un certain travail quand même. Sur Vidéo.js, en fait, ça va faire comme avec les sous-titres. On va proposer simplement une piste audio qui contient l'audio description, tout simplement. Donc on permute pas les vidéos, on permute en fait juste les bandes sonores. C'est assez simple, hein. Ici, audio description en anglais. Donc là, il n'y a pas l'audio desk. Et je vais activer l'audio desk. Ça repart. Ouf. Voilà, donc elle décrit que la femme est perdue et qu'elle regarde une application sur son téléphone. Voilà, donc c'est assez simple. Ici, encore une fois, c'est pas techniquement le problème, c'est à la conception, le temps que ça va prendre pour créer tout ça. Donc les vidéos alternatives et les pistes sonores alternatives, c'est bien, c'est même presque mieux hein, pour les utilisateurs. Et les limites, elles sont pas du coup au niveau technique puisque c'est possible. Les limites, c'est toujours pareil, c'est le coût. Ça coûte cher, d'autant plus que la création intervient après la conception de la vidéo, hein, quand il faut remonter des bandes son pour ajouter de l'audio description, etc. Et puis en fait, on a une limite en termes de conformité. Donc si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Dans nos référentiels, on a une obligation qui dit pour toutes les vidéos qui contiennent des informations visuelles, tu dois fournir une audio description. Mais la limite, c'est que si la bande sonore initiale, elle ne dispose pas des espaces blancs suffisants pour y insérer l'audio description, alors tu n'es plus obligé d'ajouter d'audio description. Donc c'est un peu même une limite du référentiel. Sinon, des normes de manière générale. Et sinon, c'est ce qu'on appelle l'audio description étendue, et ça relève des critères qui sont en dehors de l'obligation légale, qui demandent du coup à ce que tu remontes la vidéo pour rajouter l'audio desk qu'il faut. Mais sauf que maintenant, on a des trucs super qui vont nous permettre de pallier à ça. L'audio desk vocalisé par le lecteur d'écran, je ne vais pas faire les démos parce que vous avez compris que bon, ça marche, mais c'est pas terrible. Mais vous pourrez aller jouer avec, hein, les démos sont là. Faut savoir que dans Vidéo.js, c'est automatique. Hein, quand on met une track avec le line descriptions pour mettre la description écrite, le conteneur qui l'insère pour ajouter la description à l'écran, elle est associée directement à une propriété ARIA Live. Donc si vous allumez un lecteur d'écran avec une piste de description dans Vidéo.js, eh ben, ça va vocaliser les descriptions à l'écran. Et dans Able Player, c'est automatique. Si on le force avec l'attribut DataDesk Reader, ça va forcer la lecture des descriptions écrites par les lecteurs d'écran. C'est aussi peu satisfaisant que ça ne l'est pour les sous-titres, et d'autant plus que là, en fait, on va même avoir une superposition entre carrément le discours en arrière-plan et l'audio-description, et là, si on n'a pas tout calé, etc., ça va pas du tout bien marcher. On va très vite avoir une désynchronisation entre le contenu, ce qui est dit par la personne en arrière-plan, et donc, bon, ça se passe pas super bien. Pour des petits contenus, ça peut peut-être aller, mais pour des vidéos un peu plus longues, ça va vraiment pas marcher. On va s'intéresser du coup à l'audio desk vocalisé par le navigateur. Est-ce que du coup c'est plus intéressant? Eh bien c'est carrément plus intéressant. On va regarder ce que fait Able Player parce que c'est là-dessus qu'il est le plus fort. D'ailleurs c'est le plus fort de tous les lecteurs vidéo pour ça. Je vais ouvrir la démo. Donc chez Able Player, donc là j'ai défini des tracks avec des kind descriptions. Donc j'ai mes petits fichiers WebVTT avec les descriptions. Les descriptions visuelles. Pour le coup, là, les descriptions écrites, elles sont en français. Voilà, on gagne ça déjà. Elles sont traduites. Et ce qu'offre Able Player, c'est la possibilité, dont on parlait tout à l'heure avec les sous-titres, pour l'utilisateur de choisir ce qu'il veut entendre de la voix. Donc choisir le synthétiseur, là c'est Jacques, okay, par défaut. Le volume, alors le volume, c'est pas le volume, ils ont traduit volume, mais en fait c'est la hauteur, c'est la tonalité. Hein.
Donc voilà, on va laisser à faible. La vitesse de lecture du synthétiseur et puis le volume sonore pour le coup de la lecture. On peut aussi choisir de mettre en pause ou pas la vidéo à chaque fois que la description commence. Et du coup, ça c'est bien parce que ça va nous permettre de nous soustraire justement aux limites de nos vidéos déjà montées. Et puis je peux choisir d'afficher ou pas à l'écran le texte de la description. Moi je vais tout laisser par défaut. Et en dessous, là, vous allez voir le texte de la description s'afficher. Et si tout se passe bien, vous devrez entendre le navigateur raconter le texte. Super. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est automatique dans Able Player dès lors que vous sélectionnez du kind description, hein, ça va bien marcher. On peut tout configurer, c'est super. Dans Video.js, on a l'équivalent à peu près sans les paramètres, mais on l'a vu tout à l'heure avec les sous-titres. Hein. Du coup, le middleware qu'on a présenté tout à l'heure, ça va aussi marcher pour les descriptions qui sont incluses via les fichiers web VTT. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que le text-to-speech va nous permettre de mettre en pause la vidéo pour insérer les descriptions nécessaires sans désynchroniser en fait avec le flux de la vidéo. Donc on met en pause, on a le temps de faire lire la description et puis après de reprendre. En plus c'est automatique, hein, ça gère automatiquement le pause et la lecture. Et on a une réelle plus-value du coup du text-to-speech pour les descriptions parce que du coup ça permet de se soustraire aux contraintes de la bande son initiale. C'est-à-dire que même si pendant 1 heure j'ai un conférencier qui parle et qui ne s'arrête jamais et que j'ai besoin de rajouter de l'audio description, j'ai pas besoin d'aller remonter ma vidéo pour rajouter les espaces joints, etc. Là, ça va nous permettre vraiment, à moindre coût, d'aller faire les pauses là où il faut pour y insérer les descriptions dont on a besoin. Évidemment, c'est toujours la quantité, les moyens et la nature du projet, hein, parce que ça ne peut pas forcément s'appliquer à tout, qui vont permettre de trancher sur l'approche à adopter. Donc vraiment, pour les descriptions, c'est assez extraordinaire comment ça marche. Ça. Et les autres, du coup, je vais parler rapidement genre de YouTube. Alors YouTube, il permet d'afficher des sous-titres, ça tout le monde le sait. Il ne permet pas de faire vocaliser les sous-titres, voilà, ça non. Est-ce qu'il fait de l'audio description? Alors pas vraiment, il y a une fonctionnalité qui est le multi-language audio, mais qui est a priori permise que en accès pour certains créateurs de contenu. C'est pas un truc universel, hein, tout le monde n'y a pas accès, donc tout le monde ne peut pas mettre plusieurs pistes audio sur sa vidéo. Ok. Mais on s'en fout parce que en fait, on peut se servir juste de YouTube comme d'un hébergeur et choisir le lecteur vidéo qu'on veut, puisque Able Player permet d'intégrer des vidéos qui sont hébergées chez YouTube en utilisant toutes les fonctionnalités du lecteur. Donc en fait, on peut complètement faire de la vidéo accessible en passant par un lecteur vidéo qui ne l'est pas forcément. Donc là, je vous montre, c'est la même vidéo qui est aussi hébergée sur YouTube, c'est merveilleux. Vous pourrez la regarder en entier à la fin, hein, si vous voulez, la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est hébergée sur YouTube, hein, c'est marqué là, YouTube. Et en fait, on a implémenté l'audio description pour vous montrer via le text-to-speech avec une vidéo hébergée sur YouTube et tout ça mis dans le lecteur vidéo Able Player. Je vérifie juste que tous les paramètres sont bons pour pas avoir de surprise. On est toujours avec Jacques, tout va bien. Allez. Super, ok. Donc au final, pas vraiment de contrainte de l'hébergement puisque les lecteurs vidéo, en tout cas Video.js et Able Player permettent de les jouer dans leur propre lecteur.
Sur Vimeo, on peut faire du sous-titre. Vimeo il permet de faire du sous-titre vocalisé. Alors par contre, c'est que du sous-titre vocalisé par lecteur d'écran. En fait, si vous allez regarder l'implémentation des sous-titres chez Vimeo, ils ont mis une propriété Aria Live sur le conteneur qui affiche les sous-titres. Mais bon, ça démontre quand même un peu une envie de faire plus chez Vimeo. On peut faire de l'audio description puisqu'on peut mettre plusieurs pistes sonores hein, sur les vidéos qu'on met chez Vimeo. En bas, vous avez un petit lien vers une démo d'une vidéo avec des sous-titres. Donc vous pourrez regarder. Donc pour conclure, les sous-titres vocalisés et de l'audio-description, bah, c'est possible parce que bah, aujourd'hui on commence à avoir des outils plutôt sympas et pas trop compliqués à mettre en œuvre. Euh, j'ai beaucoup, même que parlé des personnes aveugles, puisque bah, c'était la cible hein, des sous-titres vocalisés, que les personnes aveugles accèdent aux sous-titres de traduction. Mais il faut savoir que les sous-titres, même de manière générale, pas que les sous-titres de traduction, ils pourraient être utiles même pour d'autres personnes handicapées, comme des personnes qui ont des difficultés de lecture et pour lesquelles lire les sous-titres, bah, c'est très compliqué, surtout qu'ils s'affichent dans un temps très limite. Et donc bénéficier de la vocalisation aussi pour ces personnes-là, ça pourrait être carrément un plus. Et il faut pas oublier de respecter les contrastes de couleurs, comme l'a dit la vidéo jusqu'à maintenant. Et j'ai fini 9 minutes en avance. J'ai bien calibré. Voilà. Je suis désolée pour le son. Voilà, j'espère que vous avez quand même entendu. Les démos sont en ligne, donc vous pourrez rejouer avec. Voilà. Et du coup, s'il y a des questions, je les prends. Et s'il n'y en a pas, bah oui. Alors, ouais. Oui, alors j'ai pas de nom, mais oui. Oui, je répète, est-ce qu'il existe des outils qui permettraient en fait d'automatiser la création des sous-titres, voire la création des textes de description visuelle pour encore plus réduire les coûts. Donc oui, ça existe. J'ai vraiment pas de nom là tout de suite à donner. Pour les sous-titres, ça fait déjà un moment que ça existe. Alors YouTube permet déjà de la génération de sous-titres automatiques. Ça commence à s'améliorer en français, mais il y a toujours besoin d'éditer quand même ce qui en sort. Mais c'est effectivement une bonne base parce que ça réduit le travail de transcript initial, donc c'est pas mal. Il y a d'autres outils qui existent. Encore une fois, j'ai pas de nom, mais en fouillant un peu, ça existe. Et effectivement, à partir d'intelligence artificielle et puis la reconnaissance vocale s'améliorant, voilà. Pour les descriptions, pour les audio descriptions, donc pour créer les textes de description visuelle. Ça doit exister puisque il y a du coup certaines IA qui sont en mesure de décrire ce qui est graphique. Toute la subtilité va être de s'assurer que ce qui est décrit est intéressant. Parce que on a ce problème aussi avec les alternatives d'images parfois où on se dit ah l'IA elle peut décrire toutes les images alors bon bah c'est vrai mais nous ce qui nous intéresse c'est d'apporter la bonne information. Par exemple que la femme qui marche dans la rue elle a un pull gris, déjà je sais même plus quelle couleur était son pull. Bon quelque part ça nous intéresse pas vraiment, c'est pas ça qui nous intéresse. Et donc la limite elle va être là, c'est que de toute façon il y aura pour l'instant pour moi toujours un travail d'édition de toute façon pour faire le tri dans les choses qui sont faites. Mais oui, il y a des outils qui sont disponibles. Ouais. Mais j'ai pas de nom, mais oui. Clairement, tout ça, ça permet de réduire les coûts dans la chaîne de production. Et il faut les utiliser pour le bien. Oui. Hmm.
Donc, si je résume la question, c'est est-ce que selon en fait la nature de la vidéo, notamment dans le cadre du narratif, où on aurait par exemple un film policier, hein, si je dis pas de bêtises, c'était ça l'idée, où on a une action, si on se retrouve avec une audio-description qui vient mettre la vidéo en pause pour venir décrire, et du coup la personne est plus immergée dans l'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préserver tout ça? Alors, c'est pour ça que je disais qu'en fait, le choix de l'audiodescription, on fait du synthétique ou on fait de la voix humaine, ça va aussi dépendre du projet. Et le narratif, c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à du corpo ou du municipal. Nous, on fait beaucoup de sites enfin, on travaille beaucoup sur des municipalités ou des ministères où on a beaucoup de vidéos qui sont très institutionnelles, où il n'y a pas besoin d'être immergé vraiment dans la vidéo, donc ça passe l'audio-description. Mais pour tout ce qui est narratif, il y a effectivement des particularités, et dans ces cas-là, je ne suis pas forcément persuadée effectivement que le text-to-speech soit hyper adapté pour les personnes qui en ont besoin, justement pour ces raisons-là. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, juste, voilà, ça doit se tester et il faut voir. Mais oui, peut-être raccourcir, oui, il y a sans doute des choses à faire qui pourraient le permettre, mais voilà. Oui, il y avait, je crois que... Oui, voilà. Non. En fait, on a une exemption sur les contenus en direct dans la loi. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire du sous-titrage ou de l'audio-description ou de la vélotypie en direct. Après, si le contenu est capté et rediffusé, ça, c'est obligatoire. Mais pour le contenu en direct, il y a une exemption dans la loi pour ça. Donc, il n'y a pas d'obligation. Et les petites structures ou les petits indépendants, etc., ils ne sont pas soumis de toute façon, puisque la loi ne s'applique qu'à certaines personnes. Le public, le privé dans certaines conditions, mais voilà, si vous n'avez pas d'activité économique, ça ne s'applique pas. Voilà. Et alors, je crois qu'il y avait une question derrière. Ouais. C'est dans la norme européenne. Si, le Luxembourg l'a reprise en fait. La norme européenne, elle s'applique dans les États membres de l'Union européenne depuis 2019, dont la France fait partie. Il faut pour l'instant, ils disent qu'il faut se référer à la norme européenne. Voilà. C'est tout ce que c'est les seules infos que j'ai. Mais effectivement, le référentiel du coup du Luxembourg, il prend en compte tous les critères de la norme. Donc il prend le RG2A et il l'étend avec les critères de la norme que ne prend pas vraiment en compte le RG2A. Enfin, du moins dans sa liste de critères, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui. Cool. Mm. Ok. Donc la question c'est de savoir comment on fait quand on doit dire à un client qu'il faut qu'il change son lecteur multimédia et comment ça se passe. C'est assez variable parce que très souvent en fait c'est YouTube qui est utilisé dans la plupart des cas.
Donc il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un service tiers, donc bon, ben, on va pas aller modifier YouTube. Dans d'autres cas où ça pourrait être problématique, où le lecteur vidéo, c'est vraiment un script qui a été choisi et qui est pas bon, et qui donne pas ce qu'il faut, ben là, ça va passer par effectivement du dialogue. On fait effectivement du conseil, on n'arrive pas de but en blanc en disant c'est nul, faut changer. Voilà. On discute, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les budgets, est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos, qu'est-ce qu'on peut envisager comme piste, etc. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Ça dépend de l'envergure, encore une fois, du projet. Si on est sur un site dont c'est le cœur, la diffusion de la vidéo, ça va être un vrai sujet qui va du coup être vraiment pris au sérieux parce qu'il y a un vrai enjeu d'accès à l'info. Dans le cas où on a un site sur lequel il y a une vidéo, la question va se poser de l'intérêt d'investir du temps pour la diffusion d'une vidéo. Et du coup, là, on va commencer à discuter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette vidéo à ce moment-là? Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre des cas. Voilà, j'ai pas... Mais ça se passe bien, hein, tout le monde est gentil et tout le monde a envie de faire, donc on discute et puis on essaie de trouver des solutions ensemble pour avancer. Voilà. Oui. Ah non, on va arrêter. Mais après, je reste là si jamais. Mais on m'a dit que c'était terminé. Non, on va faire ça.